Donc, nous allons prendre 5 bonnes minutes pour accueillir les questions. Donc, nous avons une question dans la salle. Merci beaucoup pour toutes les contributions très riches. J'avais une question plus particulièrement pour Fanny Gallo et Francine Niambec, Mebanga, qui rejoint mes propres interrogations sur la possibilité d'une recherche en INSPE, enfin mélanger, créer des synergies entre ces activités de formateurs et de chercheurs. Et je me demandais notamment, notamment pour Fanny qui a une formation d'historienne, comment vous faites une synergie entre étudier un corpus du présent, enfin, quel pont méthodologique vous créez entre vos compétences de chercheuse et votre compétence de recherche en éducation. Et par ailleurs, il y a des aspects plus délicats comme analyser les cours de cette formatrice, de cette collègue qui a des propos choquants en amphi. Comment en parler finalement sans se mettre à mal avec ses collègues? Il y a plein d'enjeux de diplomatie professionnelle aussi qui se posent à côté. Comment vous vous dépatouillez avec toutes ces imbrications de vos différents rôles dans cette recherche? Merci beaucoup. Oui, je peux donner quelques éléments. Alors, sur l'aspect historienne, en fait, c'est-à-dire que, voilà, enseignante en INSPE, du coup, comme tout le monde, je suis des mémoires d'initiation à la recherche et je donne des cours sur la manière, sur la didactique de l'EMC, de l'histoire, de la géographie, puisque je fais beaucoup de premier degré. Et de fait, c'est en tant qu'enseignante et formatrice que j'ai décidé d'explorer cette recherche-là. Et là, je ne fais pas du tout d'histoire. Enfin, je fais de la sociologie, hein, voilà. Après, évidemment, par exemple, moi, je suis très attentive, mais je sais aussi beaucoup, c'est le cas pour beaucoup ici, aux travaux de Jean Bobéro et tout. Moi, je suis un pur produit de toutes ces lectures-là. Et ça, c'est probablement aussi un côté historien, mais je pense que c'est pas seulement... Il y a plein de gens ici qui sont sociologues et que, voilà. Donc là, pour moi, en fait, c'est vraiment directement lié à mes enseignements que du coup ces recherches ont émergé et donc je m'en dépatouille comme ça très simplement, c'est-à-dire qu'il y a des ça me dérange pas du tout. Enfin, on pourrait en parler plus longuement, mais voilà, là pour le coup, je fais vraiment une recherche en sociologie pour ce qui, voilà, dans la manière dont je l'ai catégorisé dans ma tête, mais c'est lié aux enseignements que j'ai mis en avant. Après, sur les autres questions, oui, ça pose plein de questions, c'est-à-dire que nous, on en parlera sans doute tout à l'heure dans la table ronde, mais l'INSPE de Créteil, c'est un lieu où il y a beaucoup de tensions qui s'expriment. Hein. Il y a eu l'interdiction du port de foulard pour les fonctionnaires stagiaires, c'était en 2015. Ça avait généré beaucoup de tensions entre les collègues et les débats sont assez clivés et on discute. On sait qu'on n'est pas d'accord. Hein. Enfin, on sait qu'on n'est pas d'accord les uns les unes avec les autres. Alors bon, là, nous, on recueille cette information-là. On ne cherche pas à savoir qui c'est, en définitive. Mais il y a un débat qui est public dans l'INSPE de Créteil sur ces questions, incontestablement. Il est public et il est su de tout le monde. On a différentes appréciations de la laïcité, c'est clair. Voilà. Après, effectivement, ce que ça révèle aussi, c'est que malgré tout un tas de collègues qui parlent beaucoup de laïcité sur tout un tas de listes mail, manifestement dans les amphis et dans les cours, réfléchissent peu à la manière dont on met en œuvre concrètement. Alors, je ne sais pas si j'ajoute ou on prend une main levée, mais sinon, pour dire qu'en fait, le matériau, l'analyse avec des approches sociologiques, hein, sociologie du curriculum, sociologie du curriculum réel et des pratiques enseignantes. Donc, c'est ça, en ce qui concerne la méthodologie, sur le plan de comment mener une recherche en INSPE. On utilise le privilège de notre statut de formatrice. Alors, quand vous pourriez nous demander si on arrive à faire la part des choses, le dispositif, justement, quand on l'a mis en place, c'était d'arriver à faire la part des choses en
voilà, en incluant la dimension ethnographique et les entretiens, pour le coup, des entretiens qui ne sont pas des entretiens formatifs. Ce qu'on vous présente là, en tout cas, ce sont des entretiens semi-directifs conçus voilà, de manière classique dans le cadre d'une recherche en sciences humaines et sociales. Merci Francine, merci Fanny. Nous avons une autre question dans la salle. Je peux parler. J'aimerais savoir, je m'adresse particulièrement ici à Francine. Comment tu prends, Francine, ton rôle alors de chargée de mission contre le racisme dans l'université par rapport à ce que tu fais avec tes collègues d'INSPE, peut-être? Alors, par rapport à mes collègues d'INSPE, donc d'une manière générale, ou alors, parce que je dis ça parce que on a des collègues avec lesquels on travaille plus régulièrement, d'autres qu'on voit moins. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas si tu peux préciser, Françoise, ce que tu voulais dire par collègue. Est-ce que tu... Non, tu viens de me répondre. Ça va, j'ai compris. Alors, j'en profite pour poser une deuxième question. Est-ce que dans vos stagiaires observés, vous avez des stagiaires qui sont eux-mêmes racisés ou qui sont d'apparence musulmane et est-ce que ça induit des différences dans la façon dont ils prennent leur classe, dont ils se posent des questions? Alors oui, on a quand même un territoire assez particulier de ce point de vue-là. Déjà du point de vue de l'aspect ségrégation, donc on n'a pas vraiment insisté là-dessus dans notre présentation. Il faudrait savoir quand même qu'on a vraiment dans les classes une espèce de ségrégation à la fois du point de vue ça demande encore à être documenté par des travaux, mais on a l'impression, en tout cas moi, dans les visites que je fais, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'enseignants, d'EFS racisés dans ces classes-là. Donc, des enseignants racisés avec des élèves racisés. Bien entendu, ça induit quand même aussi du point de vue de l'approche de ces séances-là, des choses à la fois, soit on a ce qui a pu être relevé aussi dans d'autres interventions, hein, donc la peur justement d'être de pas être en accord avec l'institution et les collègues, surtout les collègues, mais aussi les parents d'élèves. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une volonté d'être très précautionneux, mais de l'autre côté, on a aussi, il y en a qui s'engagent véritablement et qui prennent la chose à corps le bras. Mais oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Il y a en fait, on aurait pu d'ailleurs, faudrait qu'on le. Là, on est en train de tout formaliser un peu de toute cette enquête-là. Enfin, on a déjà commencé à écrire et tout ça, mais en fait, il faudrait qu'on soit plus systématique là-dessus parce que de fait, oui, il y a un effet. Et j'ajouterais même qu'il y a un effet aussi sur. Je ne peux pas vous dire de manière systématique par rapport à notre corpus là du coup, mais il y a aussi un effet des personnes qui sont en reconversion, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui sont en reconversion, qui n'ont pas forcément la même approche, qui sont plus sur la religion n'a pas sa place à l'école, on va dire, que d'autres qui sont... il faudrait regarder plus précisément, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai en tête des enquêtés qui étaient particulièrement sur des positions sur, la religion n'a pas sa place à l'école et qui étaient en reconversion. Donc, il faudrait qu'on compte, mais ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Je pense que... J'ai une question qui s'adresse à Robert Quay. J'ai été très intéressé par le temps qu'il a passé à nous exposer l'historique de la situation genevoise, parce que c'était vraiment important de nous remettre tout ça en tête, parce qu'à vrai dire, en France, on connaît mal ces choses-là. Et puis le clivage que vous avez fait à la fin entre la vision genevoise de la laïcité et la vision
alémanique, disons peut-être, c'est peut-être exagéré, mais enfin de l'enseignement du fait religieux comme pacification et non pas comme émancipation laïque. Enfin, si je caricature un peu, je voudrais savoir si les débats français sur la laïcité mordent sur la Suisse francophone, s'ils exercent une grande influence. Parce que quand on voit la presse qui est lue dans la partie francophone, elle est quand même très française. Enfin, est-ce que ces débats ont une influence ? Est-ce que le clivage entre la Suisse francophone et la Suisse alémanique recouvre aussi une influence allemande du côté alémanique, quoi. Enfin, voilà. Bonjour, merci pour cette question. Alors effectivement, moi je suis plutôt la presse francophone que la presse alémanique. Alors je ne pourrais pas tellement me prononcer sur le cas alémanique, mais j'interprète en tout cas à Genève, je pense qu'il y a une très grande influence de la France dans le discours social. Après, en termes de politique, l'apparition c'est ce que j'ai essayé d'exposer, c'est en fait l'apparition de la laïcité à Genève ne s'est pas fait de la même manière qu'en France. Et puis, dans les débats, je dirais le débat à Genève a été plutôt sur la question d'enseigner le fait religieux à l'école publique que sur la laïcité en elle-même. Je sais qu'en France, l'enseignement de la laïcité a un certain poids. C'est vrai qu'à Genève, l'approche est faite directement par ce choix a été fait de réintroduire l'enseignement du fait religieux de la manière dont je l'ai décrite, pour les raisons que j'ai décrites, notamment une ouverture et puis une ouverture aux autres cultures et puis de pouvoir répondre en fait à un défi sociétal de la multiculturalité composant le tissu genevois. Et cette multiculturalité est vraiment très large. J'ai pas l'impression qu'il y a un souci à Genève j'ai l'impression que la question de l'islam à Genève est quand même moins forte dans le débat que celle qui a été exposée par mes collègues en France. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, bonjour. Alors Fanny et Francis, une remarque ou une question peut-être aussi sur ces outils institutionnels qui sont proposés par... Si, je crois que vous m'entendez, Francine et Fanny? Oui, d'accord. Oui, je voulais revenir sur les outils et notamment sur l'outil charte de la laïcité et faire un lien avec l'intervention de Vanny hier en fait, parce que ces outils institutionnels, ils participent aussi d'une politique d'affichage institutionnel. Et on a l'impression finalement que si on met une affiche dans la classe, il y a une espèce de pensée magique qui fait que tous les problèmes vont être résolus. Et c'est la même chose pour la loi sur l'école de la confiance, au mois d'août 2019, obligation dans toutes les salles de classe de mettre l'emblème de la République, la Marseillaise, etc. Donc on est dans ces logiques-là. Et je me posais la question de savoir finalement dans le récit des stagiaires qui sont faits, est-ce que les stagiaires, quelque part, quand ils disent qu'il y a une efficacité en classe à utiliser ces outils normatifs, ils sont pas dans une double contrainte, en fait, une double contrainte qui est celle à la fois de donner des gages à l'institution, puisque ce sont des professeurs stagiaires, donc ils sont en attente d'une validation, et donc ils ne peuvent que reconnaître d'une certaine façon ou valider les outils qui sont proposés par l'institution. Et l'autre contrainte, c'est finalement le réel de la classe qui montre que ces outils normatifs, à mon sens, pour les avoir testés aussi, sont très peu efficaces dans ce qu'ils peut-être prétendent porter. Voilà. Et sur ce point-là, sur cette pédagogie de la laïcité, moi, je défends vraiment une entrée
par les études de cas qui permettent, à mon avis, de mobiliser, en fait, y compris les normes, évidemment, scolaires, mais aussi des récits, des vécus, des expériences, des situations contextualisées, quoi. C'est ce qui me semble important. Merci beaucoup pour cette observation et que nous rejoignons parfaitement. Hein. Il y a bien évidemment la question du respect des injonctions et ça en fait partie. On s'est, nous, focalisé sur la manière dont ils vont l'utiliser pour conduire les apprentissages, mais voilà, et en mettant justement en avant le fait que ça c'était... il n'y avait pas le résultat escompté à la fin parce que le débat n'avait pas lieu. C'était vraiment, ça permettait vraiment de cadrer le débat, enfin la discussion sur la laïcité qui se résumait aux commentaires en fait des différents articles de la charte. Et il se risque moins d'ailleurs à sortir de ce cadre-là en proposant d'autres outils, hein, notamment sur les CNET par exemple. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites, où on peut quand même essayer de sortir du cadre qui a été posé et permettre l'expression des élèves et leur manière de comprendre les articles qu'ils interprètent. Mais effectivement, voilà, l'étude de cas, sortir, tout ce qui peut permettre vraiment aux élèves d'exprimer par eux-mêmes ce qu'ils pensent de ces questions-là me semble voilà, la voie à privilégier si on veut vraiment atteindre les objectifs qui sont fixés. Mais voilà, il y a quand même un paradoxe sur ce point-là et vous faites bien de le mentionner. Eh bien, je vais remercier tous nos intervenants, Robert, Lola, merci beaucoup, Fanny et Francine. Il y avait Émilie. Non? Ah, il y a une autre question, pardon. Très courte alors, oui. Émilie? Pardon, c'est une question qu'on pourra peut-être reprendre par la suite, une question à tous les intervenants et intervenantes du panel, mais peut-être à tous les participants aussi, sur finalement, puisqu'on a beaucoup discuté des tensions, comment est-ce que vous toutes faites face à ces tensions? Aux États-Unis, on parle beaucoup de emotional labor, le travail émotionnel que ça implique, de faire face à ces questions très, très difficiles. Donc voilà, c'est peut-être une question qu'on pourra reprendre plus tard sur comment est-ce que vous toutes, en tant que chercheurs, en tant que personnes, vous faites face à ces violences que vous pouvez rencontrer dans les débats avec les collègues, avec les enquêtés et autour de vous. Merci. Alors merci, je vais reprendre votre invitation à traiter cette question-là cet après-midi. Merci donc à tous les intervenants, c'était fort passionnant. Vous avez parlé d'école primaire cet après-midi. Nous commencerons par le même type de débat autour du secondaire. Je vous souhaite un bon temps de pause d'ici là. On reprend autour de 14h, 14h05. Voilà, merci à tous.